Mesdames et Messieurs, bonjour. Je souhaiterais remercier l'Hebdo et l'Université de Lausanne pour cette invitation à m'exprimer donc au Forum des 100 dans cette très belle ville de Lausanne. C'est pour moi un grand honneur, mais aussi un plaisir d'être le premier intervenant de cette conférence qui réunit d'aussi prestigieux participants et orateurs. Et je suis évidemment très heureux de pouvoir m'adresser à vous dans ma langue maternelle, ce qui m'arrive de moins en moins souvent dans les fonctions que j'occupe. Donc très heureux de pouvoir parler français et aussi de pouvoir parler dans un endroit où, en fait, le mot polytechnique a une connotation positive, puisque en général, je m'exprime devant des auditoires qui ont des doutes sur la qualité de ma formation, parce que quand même dans le monde anglo-saxon, polytechnique, c'est pour ceux qui ne peuvent pas aller à l'université. Donc très heureux d'être là. Le titre de la conférence d'aujourd'hui, donc un monde de nouvelles frontières, fait clairement référence à un thème d'actualité, à une question importante pour la Suisse, bien entendu, et pour la Suisse romande. Peut-être que je jouerai carte sur table dès le début, et je dirai à Alain Janet, qui a fait une excellente introduction, que pour ma part, je suis très positif sur la Suisse, que j'y ai été extrêmement bien accueilli, et que je crois beaucoup dans les potentialités et les capacités de la Suisse. Et de toute façon, j'ai voté avec mes pieds en venant ici, en m'installant ici, en prenant la tête du Crédit Suisse. Donc, vous avez un programme très intéressant qui va donner lieu, je n'en doute pas, à des discussions à la fois instructives et constructives. Donc, en tant que dirigeant d'une institution financière internationale, je suis confronté quotidiennement à nombre de ces nouvelles frontières, entre guillemets. Et je sais aussi, de par mon expérience antérieure, à laquelle il a été fait référence plus tôt au sein d'un gouvernement africain, combien ces facteurs sont cruciaux pour le développement économique et social d'un pays. Qu'il s'agisse d'accords commerciaux, de politiques migratoires, de fiscalité des entreprises à l'international ou d'accès au marché, tous ces aspects sont déterminants. Donc pendant le temps qui m'est imparti ce matin, je souhaiterais aborder le thème de cette conférence sous un angle un peu différent, en posant deux questions qui sont, pour un dirigeant d'entreprise, des questions presque quotidiennes, qui sont la première, où sont les opportunités? Où sont, en référence au titre de mon intervention, les nouveaux horizons de développement et de croissance? Et deuxièmement, comment exploiter au mieux ces opportunités? Donc, pour parler comme nos amis anglo-saxons, c'est where and how. Ma conviction est que nous devons définir la direction de nos actions, de nos stratégies, en partant des opportunités et pas seulement de prétendues contraintes. Quand vous regardez le Crédit Suisse, qui opère dans de nombreuses juridictions, au régime réglementaire extrêmement différent, l'axe principal de notre orientation stratégique s'organise d'abord autour du « où » avant de passer au « comment ». Et je voudrais ce matin développer deux thèses. La première, qui ne devrait pas vous surprendre, et qui n'est pas vraiment nouvelle, mais qui je pense est un point important, c'est que les marchés en développement, les économies émergentes sont, et à mon sens continueront à être un des principaux moteurs de l'évolution économique au XXIe siècle. Et la seconde, qui est peut-être plus sujette à discussion ou à controverse, c'est que les entreprises actives à l'international, comme bon nombre de celles qui opèrent à partir d'ici de la Suisse romande, et qui sont représentées aujourd'hui, ont intérêt à ne pas appliquer des approches standardisées à l'échelle mondiale, mais plutôt à travailler avec des modèles spécifiques, bien adaptés à leur marché et aux marchés locaux, et c'est un point que j'aimerais développer plus tard. Donc commençons par le premier, donc le rôle des marchés en développement, des économies en développement. Le récent ralentissement de la croissance dans les marchés émergents a fait depuis 2 ou 3 ans l'objet de nombreux commentaires, et il est difficile de nier cette réalité. C'est vrai que la croissance est plus faible, mais je voudrais défendre l'idée que les fondamentaux de cette croissance dans les économies en développement restent intacts pour l'essentiel et continueront à avoir une influence profonde sur l'évolution de l'économie mondiale dans les décennies à venir. Alors, dès qu'on parle des économies émergentes, on tombe vite sur un débat sur la Chine. Donc, je vais commencer peut-être par là, par parler de la Chine. Je pense que tout le monde dans cette salle sait que la Chine a été, pendant l'essentiel de notre histoire, la première puissance mondiale. On peut mesurer ça de différentes manières, mais jusqu'au milieu du XIXe siècle, 1/3 de la production mondiale provenait de l'empire du milieu. Et si on ajoute l'Inde, en fait, la Chine avec l'Inde générait environ 2/3 de la production économique mondiale. Ensuite, le succès de l'Europe, l'industrialisation,
l'expansion rapide de l'économie américaine au XXe siècle, les bouleversements politiques en Chine avant 1949 et après 1949, et les guerres mondiales ont fait que la Chine a subi clairement un déclin pendant près d'un siècle. Pour ma part, je suis allé en Chine pour la première fois en 1984, qui était une expérience assez extraordinaire. J'y retourne depuis régulièrement, plusieurs fois par an, et je crois que les progrès qu'ils ont accomplis sont assez extraordinaires. Et je pense que ce serait une erreur d'analyse d'interpréter la récente décélération de l'économie chinoise comme un signe annonçant un arrêt de son développement. Bien au contraire, je crois que l'économie chinoise traverse une phase de changement structurel. C'est vrai que le secteur manufacturier traditionnel souffre, on le voit à travers différents indicateurs, et a subi un peu la concurrence de nouveaux pays à coups bas comme le Vietnam, etc. Mais je crois que dans le secteur des services, il y a vraiment une explosion. J'étais à Pékin il y a 10 jours et un de mes interlocuteurs me rappelait que l'année dernière, 104 millions de Chinois sont allés à l'étranger. C'est un chiffre, c'est difficile à absorber, 104 millions. Et donc, ont dépensé 200 milliards de dollars à l'étranger. C'est beaucoup plus que le PIB de beaucoup de pays. Et le secteur des services en général se développe de façon très prononcée dans ce pays. Je crois aussi que, lié à la question de la croissance, la question de la productivité, on me dit toujours qu'il faut que je parle plus lentement, je vais faire un effort. La question de la productivité des facteurs est très importante, donc celle du travail et du capital. Et je rappelle à tout le monde à chaque fois que la génération de Chinois qui arrive sur le marché du travail est la génération de Chinois la mieux formée de l'histoire de la Chine. Et que ça va s'accompagner d'une amélioration de la productivité en Chine qui a été conduite par cette migration des campagnes vers les villes qu'on connaît tous pendant les 20 dernières années et qui maintenant va s'améliorer sur le plan qualitatif et non plus sur le plan quantitatif. Bon, est-ce que tout est pour autant idéal dans l'économie chinoise? Non. C'est clair qu'il y a des problèmes liés à l'endettement, c'est clair qu'il y a la question du shadow banking, la dette de la Chine a quadruplé depuis 2007, et effectivement un système de banque parallèle s'est établi et a pris une certaine place dans le système chinois. Mais ce que je crois aussi, c'est qu'il existe un potentiel de réforme structurelle réel en Chine et que les dirigeants chinois ont la volonté et la capacité de mettre en œuvre ces réformes structurelles. Je vais en citer 3. La première, c'est celle du système de retraite. C'est clair que la Chine passe à travers une transition démographique, qu'il y a donc un vieillissement de la population, que la politique d'un enfant par famille, qui vient d'ailleurs d'être révisée, a un peu perturbé la structure démographique de la Chine, et qu'il faut absolument mettre en place un système de retraite viable, ce qu'ils sont en train de faire. La deuxième, c'est celle de la question de la santé. La clientèle de Crédit Suisse est telle que, je dis, j'ai rencontré plus de milliardaires en dollars depuis que j'ai pris fonction que dans toute ma vie antérieure. Donc, en Chine, j'ai dû en rencontrer une vingtaine pendant mon dernier voyage, et ils sont tous en train d'investir dans la santé. La Chine construit plus d'hôpitaux que n'importe quel pays aujourd'hui, importe plus d'équipements médicaux que n'importe quel pays. Et derrière ça, il faut absolument mettre en place un système d'assurance santé privée digne de ce nom, qui contribuera à l'amélioration de la qualité de vie, mais qui aussi réduira le taux d'épargne, ce qui est très important pour l'évolution de l'économie chinoise. 49-50% de taux d'épargne, c'est beaucoup trop. Ils veulent pousser la consommation, et la raison pour laquelle les gens épargnent, c'est une épargne de précaution. Parce que dans un système où il n'y a ni système de retraite, ni assurance santé, c'est une réaction rationnelle d'épargner beaucoup. Et la manière de libérer cette épargne, c'est de mettre en place cette assurance santé. Et toutes ces réformes sont dans les papiers du 38e plénum du Parti communiste. Elles sont identifiées, elles vont être mises en œuvre. Et le dernier point, peut-être plus controversé, mais qui est la réforme de la propriété foncière. La première forme de richesse dans la plupart des économies, c'est la terre. Et cette réforme n'a pas encore eu lieu. La terre reste la propriété de l'État. Et cette réforme, à elle seule, pourrait rétablir les grands équilibres entre dette et actifs de l'économie chinoise. Donc je crois vraiment qu'il y a des réserves de productivité importantes encore dans l'économie chinoise, que la transition qu'on voit, qui conduit à une baisse du taux de croissance, est délibérée et est exactement la bonne réponse aux défis économiques chinois. Quand on regarde en Purchasing Power Parity, en PIB corrigé par le pouvoir d'achat, la part des marchés en développement aujourd'hui est d'à peu près 51% du PIB mondial, et nous croyons, au-delà de la Chine, qu'elle va continuer à rester importante. Et quand nous définissons notre activité en tant que banque
au Crédit Suisse, cette perspective à long terme est un impératif pour nous. Je vais peut-être dire un peu plus sur deux aspects qui sont liés à l'activité bancaire et liés à l'économie mondiale, qui sont le développement du marché international des capitaux et aussi du marché de la gestion de fortune. Il y a d'autres considérations, mais financement commercial, financement des infrastructures, finances publiques, etc. Mais on m'a donné un temps limité, donc je vais m'en tenir à ces deux aspects-là. Les marchés de capitaux dans les pays en développement réservent encore des possibilités de croissance très fortes. Si vous mesurez la profondeur des marchés par la proportion de la capitalisation boursière par rapport au PIB, on a encore des marges de progression très importantes. Et les marchés émergents, bien qu'ils représentent 51% du PIB mondial, ne représentent que 22% de la capitalisation boursière mondiale. Et s'agissant, ça c'est pour les actions, donc s'agissant du marché de la dette, la différence est encore plus prononcée. Et si on regarde par exemple les obligations d'entreprise et les emprunts d'État, ils ne représentent que 14% du volume mondial. Donc il y a là une marge de progression importante. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces pays n'ont pas mis en place les institutions et les infrastructures nécessaires à l'expansion de ces marchés de capitaux. Mais cela dit, la bourse de Shanghai aujourd'hui a la même valeur que la bourse de Londres. Ou si on prend en Amérique latine le MILA, qui est le Mercado Integrado Latinamericano, plateforme boursière commune au Chili, Colombie, Pérou et Mexique. Elle est la plus grande d'Amérique latine et elle fait 1,2 fois la bourse du Brésil. Et tout cela est important, mais recèle encore un potentiel de croissance important. Nous croyons que la capitalisation boursière dans les marchés en développement sera en 2030 8 fois et demi ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, on pense qu'elle passera de 13 trillions à peu près, 13 000 milliards de dollars à plus de 100 trillions, donc plus de 100 000 milliards de dollars. C'est important pour nous les banques parce que quand ces marchés deviennent plus profonds, les entreprises ont accès à un éventail plus large de sources de financement via le marché des obligations et des actions. Et ça représente pour nous clairement un potentiel de croissance important sur lequel nous comptons. Le deuxième point, c'est vraiment l'accumulation de richesses. 60% de l'augmentation de fortune, nous croyons, proviendra des marchés émergents. Et pour reprendre l'exemple de la Chine, la fortune totale a quintuplé en Chine entre l'an 2000 et aujourd'hui 2016. Et de la même manière, en corrigeant les chiffres des fluctuations des taux de change, la richesse en Chine, en Inde, en Afrique, en Amérique latine a augmenté 2 à 3 fois plus qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Donc, il est essentiel pour nous, pour une banque comme nous, de trouver des moyens de tirer parti de la croissance de ces marchés émergents. Et si nous ne le faisons pas, quelqu'un d'autre le fera à notre place. Donc, le deuxième point dont je voulais parler, c'est celui du comment. Et je crois que tout part toujours du client. Il faut toujours être proche de son client, il faut toujours bien comprendre les préoccupations du client. Et je vois qu'il me reste 1 minute 37. Donc je vais... Non, mais c'est mon côté suisse. Je vais m'en tenir au temps qui m'a été imparti. Je vais prendre l'exemple de Home Depot aux États-Unis, qui a ouvert en Chine en 2006 et a ouvert 12 magasins, et qui a fermé en 2012. Donc 6 années en Chine. Et les raisons de cet échec sont simples. Au début, ils ont pensé qu'avec le boom de la construction en Chine, les nouveaux propriétaires souhaiteraient faire du bricolage, comme en Amérique. Alors, le premier point, c'est que les nouveaux logements, en général, parce qu'ils sont nouveaux, n'ont pas besoin d'être rénovés. Désolé de imiter monsieur de la Palisse, mais c'est comme ça. Et l'essentiel des logements en Chine sont nouveaux. Et que rénover une salle de bain ne coûte pas la moitié d'un salaire mensuel, comme c'est le cas en Suisse, mais beaucoup moins. Et que, en fait, il y a une question de statut social derrière et de valeurs chinoises. En Chine, travailler, c'est une question de statut social, et alors que le bricolage est considéré comme un divertissement en Occident, il est vu comme un signe de pauvreté dans de nombreuses sociétés en développement. C'est quand on ne peut pas payer un ouvrier, on travaille soi-même, donc c'est un peu dégradant. Donc Home Depot aurait été bien inspiré d'examiner ces aspects avant de lancer une grande stratégie de conquête du marché chinois. Alors j'avais d'autres exemples, mais que je vais sauter sur Internet. Peut-être qu'on en parlera dans le questions et réponses. Mais vraiment, c'est une chose à laquelle je suis confronté tous les jours. Parfois, j'écoute de grandes envolées et des gens qui disent, par exemple, prenons l'Indonésie. Nous avons une position importante. Alors, toutes sortes de déclarations sur les Indonésiens. Et à la fin, je dis toujours, en fait, si c'est un Américain, ce que vous me dites, c'est que les Indonésiens ne sont pas américains.
D'accord, ben prenons note de ça. Et maintenant, à mon avis, il y a peu de chances qu'ils le deviennent. Donc, demandons-nous comment nous faisons pour réussir en Indonésie. C'est évident, mais vraiment, vous seriez surpris de voir à quel point cette réflexion revient dans toutes les discussions, dans les conseils d'administration, dans les salles, quand il y a des décisions à prendre. Le rejet, peut-être que l'esprit humain qui est trop rationaliste, trop cartésien, a de la diversité de notre planète, qui pour moi est une source de richesse et pas de difficulté. Au contraire, ça rend la vie intéressante. Dieu merci, on est tous différents et c'est très bien. Donc, en conclusion, je dirais les modèles commerciaux qui profiteront de la croissance dans ces marchés en développement sont ceux qui sont proches des tendances du marché local et qui ne font pas comme Home Depot, qui connaissent les besoins spécifiques des consommateurs de la région et qui s'y adaptent, et qui aussi, je n'en ai pas parlé, mais on peut revenir là-dessus, qui favorisent l'innovation et le développement à l'échelle locale. Et je sais que c'est un thème que vous allez aborder aujourd'hui. Cela implique qu'il faut avoir des structures flexibles, qu'il faut en général travailler avec des partenaires locaux et qu'il faut décentraliser de plus en plus les responsabilités vers les marchés locaux. C'est une des choses qu'on a faites chez Crédit Suisse. On a adopté une organisation géographique, ce que peu de gens comprennent en disant mais dans la banque c'est pas comme ça. Non, mais l'organisation géographique, c'est focaliser les gens sur leur marché et les obliger à s'intéresser à la dynamique propre de leur marché et à la comprendre. Donc, pour finir, j'ai défendu l'opinion selon laquelle les fondamentaux de la croissance dans les pays émergents sont encore intacts, malgré le ralentissement récent, que bien que déjà plus de la moitié de la production mondiale soit générée dans ces pays, il y existe encore un important potentiel de croissance, et que pour saisir ces opportunités, il faut bien comprendre ces marchés. Et nous, les entreprises, sommes souvent accusées de privilégier le court terme. Moi, ça fait cette année 30 ans que je travaille essentiellement dans le secteur des services financiers et mon expérience m'a convaincu qu'une analyse correcte des tendances de fond du long terme est une condition absolument nécessaire, même si elle n'est pas suffisante, mais nécessaire, à un succès durable en affaires. Donc, je demeure convaincu que le monde offre encore de nombreuses opportunités attrayantes à ceux ou à celles qui savent où regarder. Donc voilà, je pense que j'ai puisque épuisé mon temps de parole et je suis impatient d'entendre vos questions, commentaires et d'essayer d'y répondre. Et je souhaite donc ouvrir la discussion en vous remerciant de votre attention. Merci. Merci, Monsieur Thiam. Alain, je vous laisse rejoindre la table et je vous livre ce grand banquier dans tous les sens du terme. Voilà. Mettez, oui. S'il vous plaît, là. Merci beaucoup, Monsieur Thiam. Je vais vous poser 2-3 questions et après, on ouvrira la discussion avec la salle. Préparez vos questions. Vous avez parlé de la Chine, vous avez parlé de l'Indonésie, de nouveaux horizons. J'aimerais que vous reveniez peut-être 2 minutes sur la Suisse, parce que vous avez aussi dit à plusieurs reprises que vous croyez beaucoup au potentiel de la Suisse, un marché qu'on croit mature. Vous allez même mettre en bourse les activités du Crédit Suisse en bourse. Pourquoi cet intérêt ? Écoutez, parce que je crois que d'abord, il y a le succès qui est incontestable. Quand je quittais Londres, on m'a beaucoup demandé mais pourquoi aller en Suisse ? On m'a posé cette question à Londres souvent et à Paris. J'ai toujours répondu un peu par la même boutade qui est de dire aux Britanniques combien d'entreprises est-ce que le Royaume-Uni a qui ont une capitalisation boursière au-dessus de 200 milliards de dollars ? Chiffre choisi au hasard. Souvent ils ne savent pas, ils me disent je ne sais pas, je dis bon moi je sais, aucune. Et je pose la même question en France et la réponse est la même, aucune. Et je dis donc, c'est de l'arithmétique simple, il y a combien de Français et de Britanniques, mettons 120, 130 millions, et des Suisses, enfin la population ici est de 8 millions, et je crois qu'il y a 5 millions de Suisses, et la Suisse a 3 entreprises qui ont une capitalisation boursière au-dessus de 200 milliards de dollars. Donc moi j'ai beaucoup de respect pour les faits, les chiffres et les résultats, et il y a un succès économique qui est incontestable. Il y a donc et vraiment beaucoup de diversité, qui est un point que je veux peut-être souligner. Je demande toujours aux gens que je rencontre un peu qui ils sont. Le nombre de gens ici qui sont... Vous avez parlé un peu des évolutions et d'opinions, mais il y a ce que les gens disent et il y a ceux qui font. Le nombre de gens qui sont mariés à des étrangers ou à des étrangères, ou qui ont des enfants mariés à des étrangers ou à des étrangères, ou qui ont passé une partie de leur vie à l'étranger, est très élevé. Et je trouve même beaucoup plus élevé que dans beaucoup de pays où j'ai travaillé. Donc je trouve que c'est un pays qui est très ouvert sur l'économie mondiale, très ouvert sur le reste du monde, une économie fortement exportatrice, et qui a un tissu de PME en particulier,
qui est très dynamique. Et donc, moi, je dis, en tant que Crédit Suisse, avec la marque qu'on a, le rôle qu'on a joué, vous l'avez rappelé, dans l'histoire de la Suisse, dans le développement de la Suisse, on a une carte privilégiée à jouer. Et honnêtement, ça marche. Nos résultats au premier trimestre ont été très bons. On est en progression de 14% d'année sur année. Le retour sur capital est passé de 14% à 16% en 12 mois. Donc, en fait, l'investissement qu'on est en train de faire en Suisse, parce qu'on a perdu, honnêtement, je pense que tous les Suisses le savent, on a perdu des parts de marché, on a perdu en présence. Donc, on a à reconquérir une position, je pense, qu'on n'aurait pas dû perdre. Donc, voilà un peu pourquoi je crois que c'est une économie attrayante, qui est ouverte, qui est flexible, et très ouverte sur l'étranger avec des entreprises de grande qualité. Notre sondage montre en effet un grand désenchantement vis-à-vis de la mondialisation du libre-échange. Ici, c'est la même chose un peu partout dans le monde. Le succès de Trump, Sanders aux USA en atteste. Les grandes entreprises comme la vôtre ont-elles une responsabilité? Que faire? Est-ce que vous êtes préoccupé par ce désenchantement? C'est difficile de ne pas être préoccupé. C'est difficile de ne pas être préoccupé. Je crois que d'abord, avant de condamner le désenchantement, il faut le comprendre. Moi, je crois toujours que c'est pareil en entreprise. Ce que les gens vous disent, c'est un symptôme. Donc, il ne faut pas casser le thermomètre. Il faut se demander pourquoi les gens ressentent ce qu'ils ressentent et analyser les causes et essayer de les traiter, plutôt que condamner. Je crois qu'effectivement, moi, je suis clairement en faveur de la mondialisation. Je pense qu'il y a une solution là qui est potentiellement gagnant-gagnant. Moi, je suis né à Abidjan, comme quelqu'un l'a rappelé, dans un pays en développement, et le potentiel de croissance est énorme. Et je crois qu'il faut arriver à expliquer à l'Occident, à l'opinion, qu'il y a je suis désolé, malheureusement, je parle trop souvent en anglais, je n'ai pas mon vocabulaire allemand disponible, mais il y a un upside, il y a un potentiel de gain important là. Je pourrais multiplier les exemples, j'ai parlé de la Chine, des hôpitaux, etc., mais toute cette technologie, tous ces médicaments, elle viendra de l'Occident. L'Occident a un capital humain, capital intellectuel énorme, et les besoins dans les pays émergents sont infinis. Et c'est vraiment pas difficile de créer de la croissance. Moi, j'ai été responsable du développement des routes en Côte d'Ivoire. C'est toujours la même histoire. Les experts de la Banque mondiale vous disent, mais on ne peut pas financer cette route. Pourquoi? Parce que les études de trafic disent qu'il n'y a pas assez de trafic. Ah oui, mais la route n'est pas bitumée. Donc la raison pour laquelle ce tronçon de 60 km, il n'y a pas de trafic, c'est parce qu'il faut 8 heures pour faire les 60 km. Je vous promets, si vous mettez une route, il y aura du trafic. Et j'ai vraiment vécu, Dieu merci, cette expérience plusieurs fois, des années après, ayant construit la route, ramenant l'expert qui avait refusé de financer la route et lui montrant les 15 villages, la bière coulant à flot, l'électricité, les champs, les récoltes, les camions. Non, bon, mais voilà, c'est ça le développement. Mais il faut amorcer la pompe, il faut de l'investissement, il faut des infrastructures, et le reste suit. Mais si chacun se replie sur soi, ce sera vraiment un jeu à somme négative pour nous tous, et je pense que c'est le rôle des entreprises d'expliquer ça de façon positive, en montrant que, par exemple, j'ai parlé des retraites, mais j'ai été président de l'association des assureurs britanniques, mais j'ai passé beaucoup de temps à essayer de convaincre, expliquer aux fonds de pension britanniques et occidentaux que la seule manière de créer du rendement suffisant, surtout avec les taux d'intérêt où ils sont aujourd'hui, c'est d'investir. Dans ces pays-là, on peut prendre dans chacun de ces pays-là 100 projets qui ont un taux de rentabilité de 80%. Et sur le long terme. Et il faut absolument arriver à transférer cette épargne dormante et qui est stérile vers de l'investissement productif. Et moi, dans le métier de la banque, c'est une des choses qui m'intéresse. Alain, Monsieur Thiam, c'est un peu mon rôle, je suis le père Fouettard. Aujourd'hui, une ou deux questions dans la salle, on est quand même là pour ça. C'est toujours difficile de se lancer, c'est un moment difficile, surtout dans une grande salle comme celle-ci, ça demande une dose de courage, ou alors d'avoir préparé sa question. Je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous a une de ces deux qualités. Je suis en train de meubler, vous le remarquez, pour vous donner le courage. Voilà, je vois une main qui se lève, il me semble voir une main qui se lève. Est-ce qu'on peut lui amener à monsieur un micro? J'ai rien préparé du tout, mais enfin, j'ai bien aimé votre exemple de la route. Parce qu'il faut bien se dire aussi qu'en Suisse, on a quelques difficultés lorsqu'on est une PME, lorsqu'on a peut-être quelques idées, notamment dans les nouvelles technologies,
pour simplement trouver un financement ou de l'aide ou simplement un intérêt. Et les grandes banques, enfin c'était mon cas notamment pour faire divorce.ch, pour faire d'autres choses que je vais faire, etc. Personne ne veut prêter quoi que ce soit. Ou la banque est d'accord de vous prêter l'argent que vous avez déjà déposé. Donc c'est pas très très important. Et donc bon, j'avais cette chance de pouvoir me financer moi-même. Mais je trouve quand même dommage. Surtout par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, le venture capital, ça existe. En Suisse, j'ai jamais vu. Alors, sauf peut-être à des projets très importants, mais simplement au niveau de la PME, comme vous, simplement, entre guillemets, au niveau de la route. Il faut avoir un minimum de moteur, de risque, et non pas d'être un peu trop suisse, de ne prendre jamais aucun risque, de surtout jamais vouloir changer quoi que ce soit, et puis d'attendre que les autres fassent des expériences. Est-ce que dans votre entreprise, qui est une des deux grandes suisses, vous êtes un peu soucieux de ce petit marché suisse, qui pourrait aussi, d'ailleurs, c'est la même problématique dans beaucoup d'autres pays, favoriser, aider, assister, et non pas juste être tellement garanti que de toute façon, le but n'est pas atteint. Merci. Je vous remercie pour votre question, parce qu'elle va me permettre de faire un peu de réclame, de publicité. Merci. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a un tissu de PME en Suisse qui est très riche. Et honnêtement, c'est une des opportunités les plus intéressantes pour le Crédit Suisse parce qu'on a perdu beaucoup de terrain là. Et donc, je dis à mes équipes suisses, écoutez, allez-y. Il faut absolument aider les entreprises, les petites et moyennes entreprises. Et on a toute une stratégie qui est en train d'être développée pour faire ça. Donc, vraiment, absolument, oui. Et je crois, moi, je suis très traditionnaliste dans ce domaine-là, je crois beaucoup au relationship banking et aux relations. Je pense que le meilleur système de credit scoring et d'analyse de risque, c'est de connaître ses clients et son marché. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'on l'a fait à l'étranger. On a des statistiques de crédit qui sont excellentes, parce que le modèle qu'on suit en Asie et partout à l'étranger, parce qu'on a été, je pense, Suisse est très prudent, ça a été ce modèle de relation, on connaît très bien nos clients, donc on n'a pratiquement pas de perte sur nos prêts. Mais c'est paradoxal, mais on a été plus timide en Suisse. Donc c'est parfois un peu étrange, mais c'est moi, le non-suisse, qui arrive et qui pousse nos équipes suisses à être beaucoup plus agressives en Suisse et à soutenir les entreprises. Je crois qu'on a parfois la réputation dans la banque de vous retirer le parapluie quand il pleut, mais je pense qu'on veut être une banque qui ne se comporte pas comme ça, et ce n'est pas de la philanthropie. Je pense honnêtement que sur le long terme, c'est comme ça qu'on a la meilleure rentabilité. Et moi, c'est une anecdote que je raconte, mais je la raconte à l'intérieur de l'entreprise. C'est un homme d'affaires français très proéminent, qui est d'origine juive, et qui m'a expliqué qu'en fait, ils n'ont qu'une banque, parce que sa famille a été arrêtée, emmenée à Auschwitz, et ils pensaient qu'ils avaient tout perdu. Et quand ils sont revenus en France en 1945, il y a un petit monsieur qui est venu avec une sacoche, qui était leur banquier, et qui avait tout mis à l'abri, des nationalisations, etc., et qui leur a rendu tous leurs biens. Et depuis ce jour, ils n'ont jamais utilisé aucune autre banque. Donc c'est une histoire qui est vraie et que j'aime bien, parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut faire de la banque. J'étais à Hong Kong il y a quelques semaines, et il y a quelqu'un d'Indonésie qui a fait le voyage spécialement. Il voulait me voir, je pouvais le voir qu'à 23h. Et il était venu pour me remercier, parce qu'en fait, il est le premier client que j'ai rencontré quand je suis arrivé en juillet, mon premier déjeuner. Il était venu, il avait des problèmes, et je l'ai écouté, et je lui ai dit, écoutez, on va vous soutenir. On l'a fait, ça a marché, il a tout remboursé, et il venait dire merci. Alors, quand d'autres banques viennent frapper à sa porte, il dit, oui, vous savez, vous êtes très... On voudrait faire des affaires avec vous. La meilleure manière de retenir ses clients, c'est de les soutenir quand c'est difficile, pas quand c'est facile. Donc. Voilà pour cette page de réclame bien méritée. Une deuxième question dans la salle. Vous n'avez pas évoqué le numérique dans les dynamiques de développement des pays émergents. Évoqué, pardon ? Le numérique, oui, le secteur numérique, mais j'imagine par faute de temps. Et pour vous lancer peut-être sur le sujet, je voulais évoquer les procédures qui ont été engagées contre Uber et Airbnb. Est-ce que vous voyez ces procédures comme des combats d'arrière-garde ou comme des facteurs susceptibles de limiter leur développement ? Non, c'est très intéressant. Écoutez,
C'est pas pour tout ramener à l'Afrique, mais vraiment, effectivement, je n'en ai pas parlé, c'est vrai, alors que c'est très important. J'ai été en charge il y a longtemps de la privatisation des télécoms en 95 en Côte d'Ivoire et je m'étais battu pour avoir 3 licences de téléphonie mobile. Et je m'étais battu contre la Banque mondiale et j'avais eu affaire à leurs experts qui disaient, mais vous comprenez, quand même, vous avez été en Occident, vous êtes revenu avec toutes ces idées, etc., mais vous ne connaissez pas les réalités du terrain. Lui les connaissait, pas moi. Et que les Africains sont analphabètes. Et que donc, ils ne pourront jamais téléphoner. Parce qu'il faut, vous savez, M. Thiam, il faut connaître les chiffres au téléphone. Je sais, mais ce que je peux vous dire, c'est que chaque Africain analphabète connaît quelqu'un qui est lettré. Et ça suffit. Et je vois la dame au marché, elle ira voir le petit en disant « Mon fils, tu peux rentrer là le numéro de mon fils qui est au village ?» Enfin bref. Donc le reste, c'est l'histoire. Maintenant, je lis des rapports où la Banque mondiale explique comment elle a provoqué l'explosion de la téléphonie mobile en Afrique. Ça me fait toujours un peu sourire. On dit en français la défaite est orpheline et la victoire a beaucoup de papas, c'est comme ça. Donc, et je dis toujours, j'ai fait au moins 1 milliardaire en dollars dans ma vie parce que j'étais. Il y en a un qui est venu me voir, il me dit « Ah, mais tes licences, là, il y a un des 3 attributaires qui veut vendre sa licence pour $60 000. » Je vais me voir au bureau. J'ai dit « Écoute, achète-la. » Il m'a dit « Mais tu es sûr, cette histoire de mobile et tout ça ?» Je dis « Non, non, vas-y. » Donc maintenant, je lis ses interviews dans les journaux. C'est le pape de la téléphonie mobile en Afrique. Il explique toute sa stratégie à long terme, comment il est devenu le roi du numérique. Mais c'est pour faire sourire un peu. Mais j'y crois. Et en fait, dans les pays en développement, c'est un accélérateur. Ça a permis de sauter. On a eu en 6 mois plus de lignes mobiles que de lignes installées, en 40 ans de téléphonie fixe. Et depuis, bon, maintenant c'est dans tous les journaux, tout le monde connaît cette histoire. On fait des paiements dessus, on fait de. Et je ne peux pas résister. Je peux prendre un peu. Oui. J'avais amené, en fait, Jim Wolfenson, quand il était président de la Banque mondiale, je l'avais emmené dans un village voir des chefs de village. Et je lui avais dit de leur demander ce qu'ils voulaient. On avait toutes ces batailles sur. Moi, je voulais du financement pour développer le numérique, etc. Et lui, il me disait, mais non, 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 vous avez besoin d'eau, de pluie. Et j'avais eu ce chef de village extraordinaire. Et quand on lui a demandé, il a dit, moi, monsieur le président, tout ce que je veux, c'est le téléphone. Et Wolfenson lui a dit, mais pourquoi? Il a dit, toutes les choses que la route peut m'apporter, les médicaments, j'ai mon fils qui est à Abidjan. Si je peux lui téléphoner, j'ai juste à lui téléphoner, il est médecin, il est docteur, il m'envoie tout ce que je veux. Donc, je n'ai pas besoin de toute votre machinerie, j'ai juste besoin de pouvoir lui parler. Donc, et c'est souvent comme ça. Donc, je pense que les batailles d'Uber et tout ça, pour moi, honnêtement, c'est des batailles un peu d'arrière-garde. Je crois que c'est des... Moi, je suis contre les rentes. Et malheureusement, je me suis beaucoup attaqué aux rentes dans ma vie, dans ma carrière. Et en général, excusez-moi, mais je disais toujours, quand vous voulez savoir dans les marchés émergents qui a raison, regardez, en général, c'est ceux qui sont critiqués dans les journaux. Parce qu'en général, ceux qui ont les moyens de vous faire critiquer, c'est ceux qui sont assis sur des rentes. Donc, à chaque fois que vous en prenez à eux, ben, vous faites l'objet de beaucoup de critiques. Mais est-ce que votre banque est préparée à faire face à la concurrence des géants de Silicon Valley qui viennent marcher sur vos plates-bandes? Est-ce que le Crédit Suisse pourrait se faire disrupter, comme on dit? C'est possible, hein, il ne faut jamais être comme la ligne Maginot. Je pense que c'est plus difficile que le pensent les gens. Je parlais de relations tout à l'heure. Et en fait, la vraie réponse à ça, et la vraie défense, c'est les relations. La technologie, c'est un outil. Il faut un stylo pour écrire. Pour moi, la technologie, c'est comme le stylo. La question, c'est pas le stylo qui produit le rouge et le noir. Hein. C'est l'instrument. Après, il y a la pensée, il y a l'âme humaine, notre créativité, l'innovation, l'intelligence, et ça, c'est pas l'instrument. Donc, il faut qu'on soit au niveau. Il faut un bon stylo. Ça, c'est avoir du numérique, être digitalisé, etc. Mais c'est pas ça qui fera qu'on comprendra les besoins de nos clients ou qu'on saura les servir. Et je sais que Google et autres hésitent beaucoup, justement, parce qu'ils ont la technologie, mais ils n'ont pas 150 ans d'histoire, ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas le tissu de relations qu'on a. Et vous avez les bons stylos? Je pense pas encore, mais on est en train de s'équiper. Tidjane Thiam, merci. Mon rôle ingrat est de vous interrompre, mais mon rôle positif est de vous faire applaudir. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci.